bonsoir à tous, bienvenue donc, à cette soirée de l'Institut Éthique et Politique. Voilà, donc en deux mots, l'Institut Éthique et Politique existe depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est un laboratoire d'idées qui fait un travail d'influence chrétienne en politique. Et pour ce faire, donc, on organise des événements publics et on a lancé donc au mois de mai une série de disputations. La première a eu lieu donc au mois de mai, c'était sur la guerre en Ukraine. Et donc la seconde, voilà, ce soir, donc, sur cette question épineuse, peut-on douter du réchauffement climatique? Et nous travaillons sur une prochaine disputation. Le thème sera: y a-t-il une alternative au capitalisme? Voilà. Alors la soirée donc, va se dérouler, donc il y aura donc Louis Dauphren qui va donc arbitrer le débat. Voilà. Les questions donc, seront posées sur des petits papiers qu'on va vous remettre au cours de la soirée. Donc il n'y aura pas des questions avec un micro. On fera remonter les questions pour que donc, dans le dernier quart d'heure de la soirée, on puisse les poser. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie Olivier Ray et Stanislas Delarmina d'avoir accepté notre invitation. Et puis, écoutez, bon débat. Merci beaucoup Emmanuel et bonsoir à tous. Alors si on regarde dans l'actualité, il y a beaucoup d'éléments qui nous invitent à nous réunir ce soir. Tenez, je regardais simplement quelques dépêches comme ça de l'agence France Presse, alors je vous les fais partager ce soir. Greta Thunberg, par exemple, a recommandé de rouvrir des centrales nucléaires, de continuer à les utiliser en Allemagne, ce que le nouveau chancelier Olaf Scholz a fait. C'est une annonce qui date d'hier, de prolonger le fonctionnement des 3 dernières centrales nucléaires allemandes, ce qui a été perçu comme un camouflet par les Verts au sein du gouvernement de coalition. Si on regarde d'autres dépêches d'actualité, on s'aperçoit que la planète a perdu en moyenne près de 70% de ses populations d'animaux sauvages en une cinquantaine d'années, selon l'évaluation faite par le WWF, le Fonds mondial pour la nature, et ce, en raison, semble-t-il, du réchauffement climatique, le lien de plus en plus marqué, je lis, entre perte de biodiversité et réchauffement climatique. Ça encore, c'est récent, ça date du 12 octobre. Je continue cette petite énumération. Vous avez appris que l'Arabie Saoudite a été désignée comme pays accueillant, pays hôte pour les JO d'hiver, les JO asiatiques. Donc ça va se dérouler dans un pays où il ne pleut pas, ce qui est perçu comme étant là aussi une entorse à tous les débats que l'on peut connaître sur le réchauffement climatique, le dérèglement et la prise de conscience qui doit advenir sur ces questions-là qui, semble-t-il, n'advient pas. Et puis je terminerai cette petite énumération par une chose qui concerne les journalistes, que vous avez peut-être eu à votre connaissance. Il y a une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été édictée par un certain nombre d'acteurs et souscrite par des rédactions qui s'engagent à faire une publicité ou à parler de ces thèmes liés à l'urgence écologique, et donc le réchauffement ou le dérèglement climatique, dans des termes beaucoup plus appuyés qu'ils ne le faisaient, que les médias ne le faisaient jusqu'à présent. Donc tout cela, vous voyez, en moins de 10 jours, ce sont quelques infos que nous avons réunies qui nous permettent de dire que c'est vraiment un sujet d'actualité. Alors comment la soirée va-t-elle s'organiser? D'abord, je vais présenter succinctement nos deux débatteurs. En premier lieu, donc, Olivier Ray, qui nous fait l'amitié de sa présence, philosophe, mathématicien, chercheur au CNRS, enseignant à l'Université Paris 1. Je cite deux ouvrages d'Olivier Ray, Réparez-le aux éditions Stock, et puis Une question de taille, qui vient de reparaître en livre de poche. Stanislas Delarmina, qui a également accepté cette invitation. On le remercie aussi, parce que ce n'est pas si simple aujourd'hui d'organiser des débats. Stanislas Delarmina, ingénieur agronome, spécialiste de la législation agricole, législation européenne en particulier, et qui a publié un ouvrage avec Fabien Revol intitulé « L'écologie, nouveau jardin de l'Église ». Donc merci vraiment à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. La première question qui vous est posée, à laquelle vous allez chacun répondre sur un temps assez court, on se donne 5 minutes sur cette première question à deux. La première question, et c'est vous Stanislas qui allez commencer, c'est: peut-on douter du réchauffement climatique? Et qui nous amène donc à vous poser la question: pourquoi est-ce que vous avez accepté de débattre ce soir? Stanislas Delarmina.
Alors pourquoi est-ce que j'ai accepté ce débat? Parce que je viens de faire une expérience assez cruciale, c'est que j'ai fait un Tour de France à pied, 3000 km, parce que j'avais en tête une vraie problématique qui me harcelait, c'était qu'aujourd'hui, 40% des jeunes disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Et donc je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça, il faut que j'aille sur les routes et que j'essaye de faire des conférences à droite et à gauche. Et donc la question que je leur posais, c'était de quoi n'avez-vous pas peur, hein? Alors quand on fait la litanie des problèmes planétaires, des océans, de l'ozone, la 6e extinction des espèces, l'épuisement des ressources, le jour du dépassement, les poisons dans notre assiette, et bien entendu, ce dont on va parler aujourd'hui, le climat, il y a un moment où toutes ces peurs, pour moi, deviennent suspectes. Et surtout, j'ai fait l'expérience en rencontrant des jeunes que quand ils sont paralysés par la peur, ils ne parlent que de cela. Et si on arrive à déminer ces peurs, eh bien, ils arrivent à se poser les questions essentielles de la vie. Pourquoi l'homme? Pourquoi le mal? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Enfin, et ces questions-là, vous ne pouvez pas y répondre dans le bruit médiatique, et en particulier quand vous êtes paralysé par toutes sortes de peurs. Donc voilà un peu. Et je me suis rendu compte que le débat pouvait aider justement à déminer les peurs, parce que, eh bien, si un débat est bien, et je ne doute pas qu'il sera apaisé, et s'il est apaisé, eh bien, on finit par se dire que c'est peut-être moins grave qu'il n'y paraît, et donc la peur commence à s'estomper, et on va enfin pouvoir aller à l'essentiel. Et puis, je pense également que si un débat est bien posé, eh bien, on s'aperçoit que tout le monde, même s'il est incompétent, peut se poser, prendre sa propre position en jugeant non pas de la compétence de l'un ou de l'autre, mais de la qualité du débat. Hein, si on s'envoie des invectives, ce sera pas bien. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut parler de ces choses-là sans faire des esquives, etc. Donc je réponds donc à votre question. C'est est-ce qu'on peut douter du réchauffement climatique? Bon, ma réponse elle est très simple et en un seul mot, il n'y a aucun doute, nous sommes dans une période chaude, donc je ne doute pas une seconde de cela, nous avons un réchauffement, nous vivons un réchauffement, et la question c'est plutôt pourquoi et comment. Alors, déminer les peurs, c'est ce que vous avez dit. Grâce au débat, je précise évidemment que c'est un terrain scientifique qui nous réunit ce soir, donc ça devrait normalement renforcer la qualité du dialogue et l'aménité dans laquelle il pourrait se dérouler. Olivier Ray, à présent, sur la même question, pourquoi avoir accepté le débat et peut-on douter du réchauffement climatique? Alors, peut-on douter du réchauffement climatique, comme il vient d'être dit, non. Cela fait maintenant un bon moment que nous avons des relevés assez fiables des températures avec des stations disséminées à la surface de la Terre, pour que aujourd'hui on puisse nous dire avec certitude que depuis au moins un siècle, nous sommes dans une période de réchauffement qui a plutôt tendance à s'accélérer. Alors pourquoi débattre de cette question-là? Parce que c'est une question extrêmement importante. Hein. Le climat, c'est quand même pas rien. C'est quand même la première caractéristique du monde dans lequel nous vivons. Et puis aussi parce que c'est une question qui, à juste titre, parce qu'elle est importante et très débattue, mais souvent débattue de manière problématique. Et peut-être que je pourrais à ce sujet donner un exemple. Vous voyez, en 1997, une enquête menée aux États-Unis avait montré qu'il n'y avait pratiquement aucune différence entre démocrates et républicains sur la question du réchauffement climatique. La moitié environ des électeurs de chaque camp admettaient qu'un réchauffement était en cours. Et puis il se trouve qu'en 2008, donc une dizaine d'années plus tard, la proportion des démocrates concernés par le sujet était passée de 52 à 76% et celle des républicains de 48 à 42%. Et là, on voit tout d'un coup que cette question devient un enjeu, un marqueur politique. C'est moins une évidence. C'est-à-dire que, voilà, quand on est de gauche, il faut croire au réchauffement climatique, et quand on est de droite, il faut douter.
Or, en fait, là, vis-à-vis de la question du réchauffement climatique, si vous voulez, il n'est pas de droite ou de gauche. Existe-t-il, n'existe-t-il pas, et que faut-il faire vis-à-vis de ce réchauffement? Et en fait, la question du réchauffement climatique est une question qui est extrêmement importante, mais qui est prise, si vous voulez, dans des discours qui n'ont pas grand-chose avec elle et qui brouillent énormément les esprits. Alors justement, si on ne veut pas brouiller les esprits, c'est pour ça qu'on vous a posé cette première question. Peut-on douter du réchauffement climatique? On part donc sur une base commune, qu'il n'y a pas de doute du réchauffement climatique. Et ça nous amène à la seconde question que l'on a posée ce soir, la deuxième pour être précis, parce qu'il y en a d'autres, que l'on va traiter sur à peu près une demi-heure. C'est peut-on douter à présent de la cause humaine du réchauffement climatique, du caractère anthropique? C'est là-dessus que porte en fait le vrai débat. Donc je vais commencer avec vous, Olivier Ray. On va garder les mêmes termes, vous allez garder la parole, mais successivement vous allez pouvoir échanger. Vous allez commencer chacun une partie. La première partie que nous avons choisie, c'est celle des indicateurs à retenir pour analyser la question climatique. Est-ce que les indicateurs sont fiables? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça nous amène à des certitudes en matière de cause anthropique? Oui ou non? Alors, encore une fois, les indicateurs montrent un réchauffement. La question est donc de savoir à quoi attribuer ce réchauffement, puisqu'on sait qu'au cours des temps, le climat sur Terre n'a cessé de changer, de varier, ça s'est réchauffé, ça s'est refroidi, ça s'est réchauffé, etc. Ça ne cesse d'osciller. Donc la question, là, vis-à-vis du réchauffement que nous vivons actuellement, est de savoir s'il s'agit, comme cela a été le cas par le passé, par des variations, de légères variations des orbites planétaires autour du Soleil, une activité solaire plus grande, ce genre de choses, ou bien si les activités humaines entrent pour au moins une part, voire une part déterminante, dans ce réchauffement et surtout dans la vitesse de ce réchauffement. Parce qu'il faut aussi, quand on parle de variations climatiques, ces variations climatiques, comme je l'ai dit, ont toujours existé. Ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui n'est pas tant le réchauffement en lui-même que la vitesse à laquelle il s'accomplit. Quand on parlait, par exemple, vous évoquiez l'influence éventuelle du réchauffement climatique sur la disparition d'un certain nombre d'espèces. Bon, là, il faut faire aussi attention à ne pas tout attribuer au changement climatique, parce que la bétonisation, par exemple, ou ce genre de choses, je pense, a une influence énorme et sont peut-être actuellement plus grandes que le réchauffement climatique. Mais encore une fois, donc, ce qui se passe, c'est que les espèces, si un réchauffement ou un refroidissement s'effectue à une vitesse modérée, peuvent s'adapter à cela, changer leur habitat, etc. Si ça se passe trop vite, ce n'est pas possible. Je prends un exemple en particulier pour celui des végétaux. Vous voyez, si le climat de la France se réchauffe trop, il n'y aura plus de chênes en France. Et en fait, les végétaux, en fait, ils ne peuvent migrer que très lentement, parce qu'il faut vous voyez, si les chênes doivent migrer vers le nord, il faut que ce soit les glands qui tombent plus vers le nord qui donnent des chênes. Mais vu qu'un chêne, ça met 100 ans à pousser, si le réchauffement a lieu trop vite, eh bien, les chênes n'ont pas le temps de migrer, et à ce moment-là, vous avez des espèces qui disparaissent. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, juste donc sur la question anthropique. Dès la fin du XIXe siècle, certains avaient commencé à soupçonner que l'activité industrielle, et en particulier le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre comme le CO2, allait pouvoir entraîner un réchauffement. Je dois dire d'ailleurs qu'à la fin du XIXe siècle, la première personne à avoir signalé cette possibilité s'en félicitait en disant que ça allait réchauffer la Terre et lui donner un climat plus agréable. Mais en fait, beaucoup de gens ont émis cette hypothèse et ont travaillé à partir de cette hypothèse au cours du XXe siècle. Et quand il s'est avéré que les relevés enregistraient un réchauffement très rapide, c'est devenu une hypothèse assez naturelle
que d'aller chercher du côté de cette raison anthropique qui avait été, je le signale, soulevée bien avant qu'on s'inquiète de la question. Donc il y avait une intuition de ce caractère anthropique, c'est ce que vous nous dites. Olivier Rey, Stanislas Delormina, sur cette question des indicateurs, la fiabilité, la certitude qu'on peut avoir sur le caractère anthropique. Je dirais que, et là je m'adresse à Olivier Rey, quand on veut essayer de comprendre ce qu'il se passe et ne pas se contenter de voir la concomitance de deux événements, par exemple l'activité industrielle et le réchauffement, ce sont deux événements concomitants. Donc je pense qu'Olivier sait que on ne peut pas se contenter d'une corrélation pour faire une relation de cause à effet, il faut des modèles. Et donc, dans un modèle, il faut bien évidemment retenir des indicateurs. Et c'est pour ça que j'attache vraiment de l'importance. Moi, je vous ai entendu parler de l'activité solaire, j'entends parler de l'activité humaine qui a un indicateur comme un autre, c'est le CO2, mais on peut imaginer que s'il y a d'autres causes liées à l'homme, c'est proportionnel au CO2, donc le CO2 me paraît un indicateur acceptable pour bâtir des modèles. Donc l'activité solaire également, l'activité volcanique également, et bien entendu la température moyenne globale, qui est un indicateur que pratiquement tous les utilisateurs de modèles retiennent. Donc moi je pense que assez vite dans un débat, si on veut qu'il soit scientifique, on va être assez vite d'accord, là aussi, me semble-t-il, qu'on a besoin de ces indicateurs que je viens de citer. Et qu'il serait un peu rapide de dire « Oh, mais la température globale ne veut rien dire parce que dans un modèle, on arrive à faire marcher et à faire fonctionner des modèles avec des indicateurs, même s'ils ne sont pas parfaits, ils sont suffisants pour arriver à essayer d'établir des relations de cause à effet. » Oui, alors, se pose ensuite, donc, comme on a dit, la question des causes de ce réchauffement et de ce réchauffement particulièrement rapide. Il se trouve que on surveille depuis assez longtemps l'activité solaire, qu'on connaît extrêmement bien la trajectoire des planètes dans le système solaire, et que ces variations dans l'activité solaire comme dans la trajectoire des planètes ne donnent pas vraiment, d'après les modèles disponibles, d'explication à ce réchauffement. Et donc à ce moment-là, on cherche quels peuvent être les critères, quelles peuvent être les raisons de ce réchauffement, et c'est là qu'on s'aperçoit que depuis la fin du XIXe siècle, certaines personnes avaient émis l'hypothèse que l'augmentation de la densité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pouvait produire un réchauffement. Donc à ce moment-là, dans les modèles climatiques, on ne s'est pas contenté de l'astronomie et de l'activité solaire, mais on a rajouté aussi la question des gaz à effet de serre. Alors il faut bien dire que l'étude par des modèles du climat est d'une complexité absolument redoutable. Il faut tenir compte d'un nombre de facteurs absolument gigantesques. En fait, l'idée, je le résume très grossièrement, hein, pour ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est que la Terre reçoit un rayonnement qui vient du Soleil, mais la Terre est environnée d'une atmosphère. Le rayonnement qui vient du Soleil, une partie est réfléchie directement par cette atmosphère, donc n'atteint jamais la surface de la Terre. Elle repart dans l'espace. Et puis il y a une partie de ce rayonnement qui va traverser l'atmosphère, qui va arriver jusqu'à la surface de la Terre, donc qui va chauffer la Terre, mais ensuite qui va avoir tendance à repartir vers l'espace. Mais ce qu'il y a, c'est que l'atmosphère qui est perméable à des rayons solaires qui sont à haute fréquence va être moins perméable à des rayons qui repartent dans l'autre sens avec une fréquence amoindrie. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que le rayon à haute fréquence qui arrive à la surface de la Terre, une partie de la chaleur est absorbée par la surface, et puis une partie va être rayonnée, mais comme l'énergie a baissé, en fait, la fréquence des rayons qui repartent est de diminuer, et il se trouve qu'un certain nombre de composants de l'atmosphère deviennent imperméables
aux rayons qui sont à cette fréquence inférieure. Et donc, en fait, il y a une partie du rayonnement solaire qui est piégée à l'intérieur de l'atmosphère, et c'est ça qui fait augmenter la température à la surface de la Terre. Alors, heureusement qu'il y a de l'effet de serre, puisque sans effet de serre, il ferait à la surface de la Terre, en gros, moins 18 degrés. Bon. Donc, évidemment, sans effet de serre, nous serions tous morts. C'est grâce à l'effet de serre que nous vivons, mais après, c'est toujours une question de réglage. Voilà, s'il y a trop d'effet de serre, eh bien, il va se mettre à faire, se mettre à faire trop chaud. Alors, comme je l'ai dit, régler les modèles, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut tenir compte des océans, de l'évaporation, des nuages, des mouvements de l'atmosphère, etc. Donc, en fait, il n'y a aucun modèle aujourd'hui qui peut être dit un bon modèle. On essaye, les climatologues essayent de faire les modèles les meilleurs possibles. Et puis, à l'intérieur de ces modèles, ils introduisent la question des gaz à effet de serre. Et d'après leur modèle, aujourd'hui, il semblerait que la densité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère joue un rôle primordial dans le réchauffement que nous vivons actuellement. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, est-ce que ce point, Stanislas Zavardina, vous le contestez ou vous le validez? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vais commencer un peu à m'interroger, et à m'interroger devant vous. D'abord, c'est que je reviendrai sur l'effet de serre, je ne doute pas une seconde que l'effet de serre existe, il existe. En revanche, quand on fait des modèles, moi, il y a une chose qui me paraît importante, c'est on a parlé d'indicateurs, sur quelle période va-t-on caler nos modèles? Le GIEC cale tout sur des observations depuis 150 ans. Or, sur 150 ans, vous avez une concordance d'événements qui est une concomitance, qui est l'activité humaine et industrielle, et l'activité et l'augmentation de la température. Vous avez une autre concomitance, dont on ne parle peut-être pas beaucoup, mais c'est dans le cycle d'activité solaire. Il y a une multiplicité de cycles, et il y a le cycle de Suez, qui est un cycle qui dure environ 200 ans, 2 ou 300 ans. Et si on ne prend pas au moins 1000 ans pour construire un modèle, eh bien on occulte la cause de la période chaude médiévale, hein, et la période qu'il y a eu entre les deux, qui était la période glaciaire, sous Louis XIV et ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Si un modèle n'est pas capable d'expliquer au moins sur 1000 ans les variations climatiques, comment peut-il établir des relations de cause à effet sur la période récente de 150 ans? Pour moi, c'est absolument impossible. Donc, alors, je vous ai entendu parler de la vitesse du réchauffement actuel. Bon, il se trouve que dans ma petite expérience scientifique, j'ai eu la chance d'avoir un débat qui était malheureusement privé, mais qui a fait l'objet d'une petite publication, qui était un débat avec la vice-présidente mondiale du GIEC. Et j'étais avec un spécialiste de modélisation, et nous lui avons posé la question de ces durées de calcul de leur modèle. Et ils ont répondu: ah, mais si on remonte à plus de 150 ans, on a des mesures qui ne sont pas suffisamment précises pour qu'on puisse les utiliser dans un modèle. Alors, il y avait deux choses étonnantes dans cette réponse. La première, c'est que c'était une paléoclimatologue qui nous répondait. Alors, dans ces cas-là, je me demande pourquoi elle est payée, si ce n'est pas pour justement essayer de reconstituer avec ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des approximations, de reconstituer des données, c'est leur métier, et ils le font très bien. Je peux vous dire que dans le GIEC, il y a plusieurs centaines de paléoclimatologues. Bon, ils le font très bien. Et alors, dire ce n'est pas suffisamment précis, c'est complètement contradictoire avec le fait de dire c'est plus rapide qu'au Moyen-Âge. Parce que de deux choses l'une, ou bien les températures sont suffisamment sont imprécises, et dans ces cas-là, ça justifie de ne pas parler de la vitesse, parce qu'on ne peut pas comparer la vitesse de réchauffement actuel avec celle du Moyen-Âge, puisque les données ne seraient pas suffisamment précises. Donc il y a pour moi là une véritable contradiction, et en tous les cas, je résume mon propos, il faut 1000 ans minimum
Parce que vous avez évoqué la circulation des planètes. Ça, c'est sur 20 000, 30 000, 40 000 ans. Je vais vous dire, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que ce que j'en tirerai comme conclusion en termes de prévision sur les mesures politiques ou économiques que nous devons prendre dans 30 000 ans, ça n'intéresse personne. Mais par contre, sur 1000 ans, se dire ce qui s'est passé au Groenland, qui s'appelait Terre verte pendant le Moyen-Âge, c'est hier. Et donc, demain, allons-nous vers le Groenland ou vers une Terre verte? C'est ça la question. Alors, cette question, vous la posez, Stanislas Delarmineur, on va la renvoyer donc à Olivier Rey sur cette question de la durée du modèle. Est-ce qu'aucun modèle qui ne prendrait pas en compte la longue durée n'aurait donc aucune pertinence? Un minimum. Un minimum de durée de 1000 ans à l'échelle du climat. Peut-être une précision sur les paléoclimatologues. Souvent, ils travaillent à des échelles de temps très longues, qui sont bien plus que 1000 ans. Et précisément à ce moment-là, la Terre elle est prise dans des dynamiques de très longue durée, avec des cycles de très longue durée, ce qui fait que, encore une fois, vous voyez, il y a eu une période pas si lointaine où la Terre a été couverte de glace. On allait à pied la Manche, justement, qui n'existait pas. On pouvait aller à pied de la France, de ce qu'on appelle aujourd'hui la France à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre. Bon, toute l'Europe du Nord était recouverte d'une calotte glaciaire, etc. Mais ça, ce sont des variations de bien plus grande ampleur, dont la raison est quand même essentiellement liée à des questions astronomiques, et qui se jouent à des échelles de temps très longues. Donc, finalement, 1000 ans, on tombe dans une échelle de temps problématique. Parce qu'à des grandes échelles, on connaît si vous voulez, les données astronomiques qui pilotent ces grandes variations. Mais 1000 ans, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les amplitudes de variation sont quand même beaucoup plus faibles. Et comme pour les apprécier réellement, il faudrait justement avoir des relevés précis. On n'a pas de relevés précis, et donc, voilà, faute de données fiables, on ne peut pas dire grand-chose. Donc, aujourd'hui, pour caler les modèles, c'est comme ça, c'est fort regrettable. Mais il se trouve qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de station météorologique qui faisait des enregistrements. On a effectivement dans nos enregistrements aujourd'hui à peu près 150 ans de perspective. Alors on peut dire que c'est pas assez et dire que ces modèles ne sont pas fiables. Alors d'une certaine manière, la réponse effectivement est tout à fait exacte. Le problème, c'est que si nous ne sommes pas sûrs que le réchauffement actuel est dû à l'activité humaine et qu'il ne risque... Parce que s'il est dû à l'activité humaine et qu'il est bien dû au rejet par l'activité humaine de gaz à effet de serre, en fait, nous sommes sur une trajectoire qui va faire que le climat va se... On est au tout début d'un réchauffement qui ne va faire que s'amplifier et qui là va devenir quand même catastrophique. Alors on peut dire, oui, mais le modèle qu'on utilise pour prédire cette catastrophe n'est pas fiable. Bon, d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous n'avons pas d'autres instruments pour essayer de comprendre ce qui nous arrive que ces modèles. Alors, est-ce que véritablement on peut dire que ce que ces modèles nous disent, on n'en a rien à faire parce que les modèles ne sont pas assez fiables? Ou bien est-ce qu'on doit dire, oui, ils sont certes pas très fiables, mais d'un autre côté, ce qu'ils nous disent est tellement catastrophique que un certain nombre de précautions doivent être prises. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc Stanislas Delarmineur, si on a 150 ans de recul et seulement 150 ans, ce n'est pas une raison pour récuser cette évaluation, pour dire qu'elle ne vaut rien. Alors, je vais continuer à avancer un peu plus loin. Je continue à penser que sur 1000 ans,
quand on parle de paléoclimatologie, c'est un mot qui fait penser à la paléontologie. Alors on s'imagine les ères précédentes, géologiques. La paléontologie, elle inclut les 1000 ans. Donc, moi, je ne demande pas à remonter plus loin que 1000 ans, mais à minima 1000 ans, et c'est parfaitement possible, avec des carottages dans la glace, les paléoclimatologues le savent, c'est parfaitement possible non pas d'avoir, comme vous l'avez dit, des mesures avec des thermomètres au Moyen-Âge. Bon, il y avait quelques bateaux qui traversaient l'Atlantique et qui prenaient des seaux d'eau et qui mesuraient les températures, enfin, c'était pas suffisamment précis. Mais avec les reconstructions, on y arrive. Mais, je vous interromps là-dessus pour savoir si Olivier est d'accord. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec l'idée qu'on peut faire des relevés datant du Moyen-Âge, même approximatifs, qui peuvent s'inscrire dans un modèle? Parce que vous dites non, vraiment, il n'y avait pas de station météo, ça ne vaut vraiment pas le coup. Je vais vous faire un aveu, c'est que je ne suis pas du tout climatologue, donc je suis obligé de m'en remettre sur le climat à ce que me disent les climatologues, comme en physique des particules, je m'en remets aux spécialistes des physiques des particules, etc. Bon. Il se trouve que quand je travaillais à l'école polytechnique, j'avais comme collègue Hervé Le Treut, qui est un éminent membre du GIEC, et j'ai de nombreuses fois parlé avec lui au niveau de son travail. Alors, après, je peux me dire que cet homme est un abruti, que ces modèles ne valent rien, et que tous les membres du GIEC refusent absolument d'aller étudier le climat du passé pour se complaire à nous prédire la catastrophe. Mais ce complot mondial, si vous voulez, de tous les climatologues qui seraient tous d'accord pour nous dire que il y a des catastrophes qui sont possibles devant nous, et ils vont absolument refuser de faire les choses extrêmement simples qui seraient à leur portée, qui permettraient de donner plus de consistance à leur modèle. Bon, peut-être qu'il y a un complot mondial des climatologues, hein, mais je ne comprends pas véritablement, quand on voit en plus que, si vous voulez, cette question du réchauffement climatique, il faut voir qu'on en parle depuis 25 ans à peu près, mais dès les années 1950, des gens s'inquiétaient. Je vais vous citer John Foy Neumann. Alors, John Foy Neumann, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quelqu'un qui a participé à l'élaboration de la bombe H américaine. Il semblerait que ça ait plutôt marché. Et en 1955, il est dans un article qui s'appelle « Pouvons-nous survivre à la technologie ?» John Foy Neumann, qui est vraiment une figure majeure de la science au XXe siècle, hein, estimait que la quantité de dioxyde de carbone rejetée par l'industrie avait déjà à cette époque entraîné un réchauffement global d'1,5 degré. Donc vous voyez, on est en 1955. Et en 1979, un rapport commandé par l'administration américaine au National Research Council a montré qu'il y avait tout lieu de s'inquiéter, et c'est à la fin des années 80 que pour cette raison, le GIEC a été créé à la demande du G7, avec l'aval de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, les grands écologistes comme on connaît. Bon, et pourquoi des pays comme la Chine également rentrent dans cette histoire-là? Donc en fait, si vous voulez, moi, encore une fois, je ne suis pas climatologue, donc je ne connais pas tous les détails de la chose, mais nous tous, nous sommes bien obligés, quand nous avons une maladie, nous allons voir le médecin et nous faisons plus ou moins confiance au médecin sinon ce ne serait pas la peine d'aller voir le médecin. Si on sait mieux que le médecin, ce n'est pas la peine d'aller voir. Bon, alors si on sait mieux, on est plus renseigné sur le climat que les climatologues, bon, peut-être, mais moi je suis obligé, dans la position où je suis, j'estime rationnel, d'écouter ce que disent les climatologues. Ceux avec qui j'ai parlé ne m'ont pas apparu des hurluberlus ou des idéologues complètement fous. Et d'autre part, je ne comprends pas, si véritablement ils disent n'importe quoi, comment ils arrivent si vous voulez, à avoir une telle emprise et à exercer une telle influence sur toute la Terre avec des données fausses. Stanislas Demarmina, ça veut dire qu'en fait c'est un faux débat ce dont on parle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de douter de ce qui est dit depuis 150 ans. Je pense qu'il ne s'agit pas d'être climatologue, il s'agit de se poser des questions simples. Parce que tous les gens que vous citez ne sont pas des hurluberlus. Au GIEC, il y a des milliers de spécialistes.
chacun pris individuellement n'est jamais un Hurlbert. En revanche, on peut se poser des questions entre spécialistes de modélisation et non pas entre spécialistes de climat. Quand je vois par exemple que pour faire leurs modèles, le GIEC utilise ce qu'ils appellent des planètes numériques. Qu'est-ce que c'est qu'une planète numérique? Vous imaginez la planète divisée en petits cubes, 200 000 cubes, des cubes de continents, des cubes d'océans, des cubes d'atmosphère, de basse atmosphère, de haute atmosphère, 200 000 cubes. Et dans chacun de ces 200 000 cubes, vous mettez 10 équations à résoudre, de thermodynamique. Aucune de ces lois ne porte à critique, elles sont. Hein. Mais immédiatement, vous voyez que ça fait quelques 2 millions d'équations à résoudre, et ça fait, vous avez beau avoir de très beaux ordinateurs, ça va commencer à devenir compliqué. Et cette complexité, elle a deux conséquences que je vais illustrer. La première, c'est par exemple que dans leur modèle, le GIEC lui-même, dans ses rapports de 4000 pages, dit lui-même qu'il ne prévoit aucune indication sur les nuages. Alors, faire de la climatologie sans nuages, moi j'avoue que ça m'échappe un tout petit peu. Mais ce qui m'étonne, c'est la raison pour laquelle ils disent qu'ils ne mettent pas les nuages. La raison, c'est parce que ce serait trop compliqué. Alors je ne comprends plus. Parce que ou bien ils ont des modèles qui permettent de résoudre la complexité, ou bien ils ne l'ont pas. Or, la complexité, l'effet des nuages est fondamental. Parce qu'il y a des scientifiques qui disent certaines choses, mais il y en a d'autres que les médias ne relayent pas. Et je pense en particulier à un Danois qui s'appelle Svensmark, qui explique en 2 mots. Je vais être un petit peu compliqué, mais quand même. Vous savez tous ce que c'est que des supernovas. Les supernovas explosent. Quelques millions d'années après, les rayons cosmiques arrivent dans le système solaire. Et en fonction de l'activité magnétique du Soleil, eh bien, les rayons sont plus ou moins renvoyés dans le reste du cosmos. Et bien entendu, là en ce moment, nous sommes complètement bombardés par des rayons cosmiques qui datent de l'explosion des supernovas. Eh bien, ces rayons cosmiques, qui donc arrivent en quantité variable, ont un effet sur la création de nuages. Et l'activité, ce n'est pas l'activité calorique du Soleil, ce n'est pas non plus l'activité astronomique du Soleil, c'est l'activité magnétique du Soleil qui fait cela. Eh bien, quand on sait qu'il y a 65% à peu près de la surface de la Terre, quand vous regardez les photos de la Terre vues de satellite, 65% est couvert de nuages. Si pendant 20 ans, pendant 100 ans, pendant 200 ans, parce que les cycles magnétiques du Soleil sont de l'ordre de 200 ans, quand vous avez pendant 200 ans plutôt 60% ou plutôt 66% ou 68% de nuages, vous aurez des cycles climatiques. Bon, donc dire j'élimine les nuages dans mes modèles, je considère ça comme un regret, et peut-être que c'est simplement parce que c'est trop compliqué. Et la conséquence de cela, c'est que ensuite, quand on veut faire une probabilité, eh bien, ils ont du mal parce que plus vous accumulez de la complexité, plus la probabilité de votre mesure va être compliquée à mesurer. Or, quand nous avons eu avec la vice-présidente mondiale du GIEC ce débat entre nous lui avons posé la question: pouvez-vous nous dire où est le calcul de la probabilité que vous annoncez publiquement, qui est qu'il y a 95% de probabilité que ce soit une cause humaine? Et nous avons eu cette réponse très curieuse de la vice-présidente mondiale du GIEC qui dit: ce n'est pas une probabilité calculée, ce n'est pas une probabilité objective, c'est une probabilité subjective. Et alors, je ne suis pas dupe parce que les probabilités subjectives, vous qui êtes polytechnicien, vous devez savoir que ça a une certaine valeur. Et donc, il ne faut pas sourire de cela. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont dit: et cette probabilité subjective exprime la probabilité du nombre de scientifiques qui sont d'accord avec nous. Alors là, je commence à ne plus être d'accord, parce que ce n'est plus de la probabilité subjective, c'est de la probabilité idéologique. Quoi. Mais je ne suis pas un partisan du complot, on y reviendra. Alors on dirait, que faire de cette probabilité subjective et de cette interprétation qui semble invalider, en tout cas c'est votre point de vue, si je comprends Stanislas Delarmina, ça veut dire que ce point-là, par exemple, invalide le fait de tenir compte des 150 ans
de l'historique des données de 150 ans. Ça, c'est un des points. Oui, et victoire. il y a des modélisateurs qui ont renoncé, et j'en connais des très sérieux, hein, qui ne sont pas des hurluberlus, eux non plus, des très sérieux qui ont pris le parti de ne plus faire 200 000 cellules, mais de n'en faire qu'une. Et de ne mettre que les 10 mêmes équations qu'on appelle des EBM, des Energy Balance Model, les mêmes que ceux du GIEC, dans une seule cellule. Et ils arrivent à des conclusions, et bien entendu en y rajoutant 1000 ans, ils arrivent à une conclusion que c'est l'activité magnétique du Soleil. Alors, que pensez-vous de cette interprétation éclairée? Je pense que, comme je l'ai dit, la modélisation du climat est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous voyez, on parle de modèle et non pas de théorie, et déjà, rien que cela, ça dit beaucoup de choses, parce qu'une théorie, justement, c'est quelque chose qui est extrêmement bien établi, et à partir de la théorie, eh bien, on peut en déduire un certain nombre de choses. Quand on parle de modèle, c'est qu'en réalité, on n'a pas vraiment de théorie, et que donc on est obligé de bricoler à partir de l'ensemble de choses que l'on connaît. Comme vous l'avez dit, on est obligé d'utiliser de la thermodynamique, de la dynamique des fluides, enfin des tas de sciences diverses, qu'on essaye de concaténer pour faire justement un modèle. Un modèle qui est déjà les modèles actuels sont déjà de monstrueuses complexité, ce qui fait qu'on ne peut déduire en déduire quelque chose qu'en les faisant tourner sur des ordinateurs les plus puissants du monde. Ça demande des puissances de calcul absolument gigantesques, avec des résultats qui demeurent effectivement sujets à caution, parce que dans quelle mesure le modèle correspond véritablement au phénomène à étudier, ça reste effectivement, on n'en sait rien. La question, si vous voulez, qui se pose quand même, si on, en restant plus calme possible, c'est que le climat est quelque chose qui, pour nous, est d'une importance capitale. Scientifiquement, c'est quelque chose qui est en même temps extrêmement difficile à appréhender. Des climatologues y travaillent, ils développent des modèles qui, à bien des égards, demeurent insatisfaisants. Mais le problème, c'est que on ne dispose de rien d'autre pour essayer d'étudier le climat tel qu'il évolue actuellement. Alors, il y a deux possibilités à ce moment-là. On peut se dire, les modèles ne sont pas assez fiables, donc de toute façon, tout ce que l'on peut en tirer n'a pas grande valeur, et donc pensons à autre chose. Et puis on peut dire, finalement, ces modèles sont très insatisfaisants, mais en même temps, c'est ce que nous disposons de meilleur pour essayer d'appréhender le climat. Or, ces questions sont extrêmement importantes, ont même pour l'humanité l'importance vitale, et donc, peut-être que si les modèles nous indiquent qu'il y aurait certaines choses à faire pour éviter les catastrophes possibles, eh bien, il vaudrait mieux en tenir compte. Voilà. Après, c'est une question de prudence. Voilà. Est-ce que, si vous voulez, vous voyez quelqu'un qui vous annonce, je ne sais pas moi, une catastrophe qui risque de vous arriver. Mais cette personne, bon, vous ne la connaissez pas trop, bon, pour vous, elle a une fiabilité limitée. Donc vous pouvez vous dire, finalement, ce qu'elle m'annonce, j'en ai rien à faire parce que cette personne n'est pas assez fiable pour moi. Vous pouvez vous dire, oui, elle n'est peut-être pas très fiable, mais d'un autre côté, si ce qu'elle m'annonce, c'est vrai, je ferais mieux quand même d'en tenir compte. Voilà. Et par rapport, il me semble, au modèle climatique, c'est un peu la position dans laquelle nous nous trouvons. En fait, Olivier Rey vous met devant un principe de réalité. Voilà ce dont on dispose, et à partir de cela, il faut travailler. Donc, cessons de faire fausse route, en fait. C'est ça, Stanislas. Oui, on pourra après finir de rebondir sur ces questions de prudence, de précaution, de catastrophe annoncée, mais il faudrait quand même encore et encore toujours approfondir la qualité des modèles, parce que vous dites, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je m'aperçois que quand on travaille ces sujets-là, et que l'on accepte d'aller à la diversité des sources, voilà, tout à l'heure je vous ai parlé des probabilités objectives, ce sont les phrases même du GIEC. Quand le GIEC dit « je ne crois pas les nuages », ce sont les phrases du GIEC.
Mais ce qui est intéressant, c'est de travailler ce que dit le GIEC et de travailler ce que disent les autres modélisateurs. Or, ça, personne ne les travaille. Il n'y a jamais de conférence entre le GIEC et des modélisateurs opposés. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous devinez, même si vous n'êtes pas spécialiste dans la salle, qu'un modèle est quelque chose de compliqué et qu'il faut le paramétrer. Imaginez que vous soyez devant votre radiologue et qu'il vous fait une radio des poumons. Si la machine n'a pas été paramétrée pour coller à la réalité, eh bien, il va falloir le paramétrer. Hein. Or, donc, quand on pose la question au GIEC de comment paramétrez-vous vos modèles, ils répondent en fonction du résultat qu'on veut trouver. Il y a 23, c'est le GIEC lui-même qui le dit, 23 des 25 plus grandes agences mondiales de modélisation disent on paramètre en fonction du résultat qu'on veut trouver. Alors là aussi, je vois quelques sourires se pointer dans la salle, je ne me moque pas, parce que qu'un modèle correspond, doit être réglé en fonction de la réalité, c'est bon, mais en fonction de la réalité qu'on veut prouver, c'est une autre chose. Et quand on change le réglage, au fil de 20 ans, 30 ans, les prix Nobel allemands et japonais qui ont été récompensés il y a un an à peu près sur les modélisations climatiques, ont été les grands spécialistes de ce qu'on appelle les flux d'ajustement. Ils ont passé 20 ans à changer en fonction du résultat qu'ils voulaient trouver. Moi, je continue à dire non. Il y a une autre manière dans la modélisation. Alors les paramètres, par exemple, c'est la sensibilité de la température au soleil, la sensibilité au CO2, etc. Il y a une autre manière de modéliser, c'est ce qu'on appelle des modèles de boîte noire. C'est-à-dire, c'est le modèle, on ne lui donne aucune instruction, et c'est lui qui va calculer les fameux paramètres. C'est le modèle qui va les calculer avec ce qu'on appelle des modèles de boîte noire. Seulement pour qu'il puisse le calculer, je suis désolé d'être un petit peu technique, mais si je dis des bêtises, vous me reprendrez. Eh bien, il faut 1000 ans, il n'y a rien à faire. Hein. Donc, et si on veut vraiment faire des calculs de relations, de cause à effet, et de les quantifier, il faut cela. Alors, simplement que je résume et que j'essaie de quand même bien saisir la chose, parce que vous ne semblez pas être tout à fait sur la même façon d'appréhender le problème. Vous pensez que si on n'a pas 1000 ans, ça invalide de toute façon la thèse selon laquelle la cause humaine est avec certitude l'origine du réchauffement climatique actuel. Et la complexité. Et la complexité. Donc il y a une origine magnétique, c'est le mot clé chez vous, c'est ça, c'est l'origine magnétique. Chez Olivier Ray, si vous êtes dubitatif à l'égard des modèles dont vous nous dites en fait qu'ils ne sont pas tant des modèles que ça, parce qu'il n'y a pas la théorie. Si, ce sont des modèles, mais justement, il n'y a pas de grande théorie. Vous avez dit, on bricole un petit peu quand même. Oui, mais parce que si vous voulez, on a des sciences, on a un certain nombre de sciences qui sont bien établies, comme la thermodynamique, la dynamique des fluides, etc. Mais en fait, pour étudier le climat, on est obligé de recourir à de multiples sciences, mais vous n'avez pas une théorie, si vous voulez, de l'évolution du climat. Mais est-ce que ce croisement vous amène à penser que l'origine humaine est une certitude? Non, je ne dis pas que c'est une certitude. Je dis simplement que c'est une possibilité. Voilà. C'est-à-dire que les modèles, encore une fois, ils ne sont pas d'une fiabilité à toute épreuve, loin de là. Mais en même temps, les climatologues, quand ils cherchent à faire les meilleurs modèles dont on puisse disposer aujourd'hui, en arrivent à des conclusions qui peuvent être assez alarmantes. Alors, est-ce que c'est une possibilité? Je pose la question est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est un mot que vous validez? Alors, moi, je pense que le seul moyen de juger de la qualité d'un modèle, c'est la question des prévisions. Hein. Alors, vous me direz, vous avez dit, mais on est bien obligé, on ne peut pas attendre qu'une catastrophe soit arrivée dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou dans 50 ans, pour ne rien faire. Donc il faut appliquer la prudence. Bon, il faudra qu'on en reparle de ça, parce que c'est pas clair dans ma tête non plus. Mais faisons des prévisions, le problème des prévisions, c'est que vous qui êtes mathématicien, j'espère que je ne dis pas une bêtise en disant qu'en mathématiques, prévoir le futur ou reconstituer le passé, un modèle, ça procède de la même manière.
ça procède de la même chose. Ou bien, une fois que j'ai paramétré mes modèles, que j'ai calibré tout, eh bien, je vais faire une prévision. Eh bien, moi, je propose au GIEC de dire, chiche, inversons le propos, retenons vos modèles, retenons vos paramètres et reconstituons le passé, puisque vous ne le prenez pas. Comment vous recalculez la température du Moyen-Âge? Eh bien, figurez-vous que le GIEC l'a fait. Et il arrive à une zone plate. Alors moi je dis, c'est pas C'est-à-dire une zone plate, c'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, la température était plate comme au début du 19e siècle. Puisque tout démarre à partir de 150 ans, tout est de la faute de l'homme. Donc à l'époque du Groenland, les Vikings n'avaient pas extrait du pétrole. Donc forcément, ils trouvent qu'il n'y a pas de cause humaine à l'époque du Moyen-Âge. Donc, et ça, moi je résume ça dans une phrase un petit peu cinglante, mais un modèle qui n'est pas capable de reconstituer le passé n'est pas habilité à prévoir le futur. Juste parce que je n'ai pas bien compris sur la zone plate, pourquoi le modèle du GIEC ne parvient pas, trouve une zone plate à une période où il faisait chaud, semble-t-il. Parce que dans les a priori de sensibilité au CO2 qu'il retient et de sensibilité à l'activité solaire qu'il a retenue, il a retenu des choses qui expliquent à partir de 150 ans qu'il y a une corrélation entre l'activité humaine et l'activité et la température. Mais à cause de ces paramètres qu'ils ont retenus et non pas calculés, ou du moins ils ont fait des calculs de laboratoire, parce que tout n'est pas faux dans tout ce qu'ils disent, mais l'application à un modèle, elle nécessite eh bien, je comprends qu'on ne puisse pas prévoir. Mais ça veut dire que leurs paramètres étant modernes, étant de notre époque, voilà. On ne peut pas les appliquer au passé. Eh ben, ça ne colle pas. Et un passé récent. Les Vikings, c'est pas vieux. Olivier, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas un spécialiste de climatologie. Mais sur les prévisions, parce qu'on est en fait sur ce dossier-là. Oui, mais encore une fois, sur la capacité prédictive des modèles actuels, moi je ne suis pas un climatologue, donc je ne suis pas capable d'entrer véritablement dans la discussion serrée des mérites et des défauts de tous ces modèles. Je suis, comme tous parmi nous, nous sommes obligés de nous en remettre dans énormément de domaines à des gens qui sont plus savants que nous. Alors je veux bien entendre les reproches qui sont faits aux climatologues, mais il y a une chose que je n'arrive pas véritablement à comprendre, c'est comment il peut exister une psychose mondiale à partir de modèles absurdes. Voilà, encore, si vous voulez, il pourrait y avoir tel ou tel pays dans telle ou telle zone du monde où les gens se montent la tête sur telle ou telle question, etc. Mais alors comment arrive-t-il à faire des COP qui réunissent tous les pays du monde, ou même la Chine? Alors, c'est absolument incroyable, si vous voulez, des pays qui se font la guerre, mais ils arrivent quand même à se mettre d'accord sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique d'origine anthropique. C'est quand même extraordinaire. C'est unique au monde, des pays qui sont d'accord sur rien, et ils arrivent quand même à se mettre d'accord là-dessus. Donc là, il y a quelque chose de miraculeux. Donc c'est une sorte de reconnaissance par le biais géopolitique ou par le consensus suscité autour du débat. Vous savez, quand il y a eu quand les Américains sont allés sur la Lune en 69, bon, certains très vite ont dit qu'en réalité ils n'étaient pas allés sur la Lune et que ça avait été filmé dans un studio. Et quelqu'un a dit, mais finalement, et je trouve ça très juste, à l'époque, c'était la guerre froide, il y avait une compétition énorme entre les soviétiques et les américains pour la conquête de l'espace. C'était d'ailleurs en réponse au succès du Spoutnik que Kennedy avait voulu absolument que les Américains soient les premiers à envoyer un homme sur la Lune. Bon, les Américains y sont arrivés. Et quelqu'un a dit, mais en fait, la meilleure preuve que les Américains ont vraiment marché sur la Lune, c'est que les Soviétiques n'ont pas démenti. Imaginez bien qu'à l'époque de la guerre froide, si les Américains avaient tourné ça dans un studio, il y aurait bien eu un espion russe quelque part pour être au courant et pour contester cette réussite américaine. Et quand on pose ces questions-là, effectivement, de degré de confiance qu'on peut apporter à certaines choses,
Eh bien, effectivement, il y a quand même le fait que des personnes qui ont des intérêts aussi divergents arrivent quand même à se mettre d'accord sur un certain nombre de propositions. On se dit, bon, bah, ça ne prouve pas que cette proposition est vraie, mais qu'elle a quand même une certaine crédibilité. Parce que sinon, encore une fois, je trouve que c'est absolument miraculeux d'arriver à réunir tous les pays de la Terre dans des COP sans que... Alors, ils peuvent se disputer ensuite sur les mesures à prendre, mais aucun ne conteste qu'il y a un réchauffement d'origine anthropique. Voilà, donc là, moi, je suis un peu démuni, parce que, si vous voulez, moi, je ne suis pas capable d'entrer dans le détail des modèles pour les contester ou les approuver, ça me dépasse. Voilà, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas modélisateur, je ne sais pas. Mais je trouve quand même que ce consensus international, encore une fois, entre puissances divergentes, donne un concept. Alors justement, ça nous amène au point que l'on voulait débattre toujours dans la ligne de cette question que l'on a posée, peut-on douter du caractère anthropique donc du réchauffement climatique, c'est quid du consensus en sciences. Alors je vais commencer avec vous, Stanislas Delarmin, pour respecter un petit peu l'alternance de parole, puisque Olivier Rey nous dit en fait, si je vous suis, mais vous pouvez évidemment corriger, qu'il y a une sorte d'argument d'autorité qui s'impose par le fait même qu'on met d'accord des gens qui n'ont aucun intérêt nécessairement à l'être, ou qui même, on n'arriverait même pas à mettre d'accord sur d'autres sujets. Et donc ça, c'est un élément de poids à prendre en compte par nature. Donc est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais vous inciter tous à ouvrir le dictionnaire Larousse sur le mot consensus. Dans le Larousse, on pense tous que le consensus, c'est le contenu d'un accord. Donc il y aurait un consensus scientifique parce que tout le monde serait scientifiquement d'accord. Eh bien, le Larousse lui-même dit non. C'est certes, il y a deux sens, mais il y a un deuxième sens, c'est la procédure pour arriver à cet accord. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que l'ONU utilise le mot consensus, non pas pour dire mais on est tous d'accord, mais pour dire voilà, c'est un principe d'action. Je vous lis le principe opérationnel numéro 47 de l'ONU qui dit à l'ONU, les conclusions sans vote ou par consensus sont synonymes et donc interchangeables. C'est le directeur juridique de l'ONU qui s'appelle Hans Corell qui dit sans vote. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez la COP 21, comment ça s'est passé? Monsieur Fabius, qui présidait la conférence, la COP 21, a dit bon, on est tous d'accord, d'ailleurs je ne vois aucune main se lever, toc, adopté. Il n'y a pas eu de vote. Donc, et le GIEC lui-même, dans ses statuts, dit nous fonctionnons sans vote, par consensus. Les mots consensus, vote et consensus sont synonymes et interchangeables. Eh bien, ça amène, pour moi, le consensus n'est pas une preuve en science. C'est un argument d'autorité. Ça n'apporte pas d'autorité aux arguments. Là, tout à l'heure, je vous ai donné des arguments pour dire attention, les modèles, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a d'autres manières de modéliser les choses. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de scientifiques qui sont d'accord qu'on peut dire qu'on est d'accord. Alors, on va revenir, j'imagine, parce que c'est quand même la question du complot. Si c'est un mensonge, pourquoi? Mais je ne crois pas une seconde au complot. Mais ce serait un long débat. Je pense beaucoup plus à des effets d'aubaine. C'est-à-dire que ça sert les intérêts de beaucoup de gens. On pourrait s'amuser à se demander à qui c'est utile. Mais en tous les cas, ce n'est pas une preuve. Et alors, le résultat, c'est que je vois Bernard Hurle, qui est à l'EFSA, qui est à la sécurité alimentaire, mais les problèmes de sécurité alimentaire, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on fait des études épidémiologiques pour prouver qu'il y a de vrais problèmes de santé? Il dit, on en arrive à une science qu'il appelle le Facebook de la science. On y va avec des évaluations, j'aime. Alors, oui, j'aime. Alors, j'aime le GIEC parce que j'ai presque peur de le dire. Enfin, mon peur. C'est que ça nous fait peur, alors ça nous plaît. Mais attendez, on est dans une question beaucoup plus sérieuse que celle-là. Donc moi... Et qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que c'est là, parce que là ça fait très amateur, c'est jamais, on est juste au... En tout cas, c'est que je ne crois pas au consensus en preuve. Et je crois aux débats contradictoires en science. Et ces débats contradictoires en science, des débats
comme nous en avons là ensemble, est-ce qu'il en existe entre modélisateurs et d'une manière publique? C'est impossible. Parce qu'il y a une volonté délibérée de faire taire les dissensuels. Vous savez que dans les procédures de consensus, pour établir des consensus, il y a un grand spécialiste qui avait établi les règles d'ingénierie de consensus aux États-Unis, il s'appelait Robert, et il avait en particulier dit, pour qu'on arrive à un consensus, il faut éliminer les dissensuels. Les dissensuels n'existent pas. Hein? Donc, moi j'en connais des modélisateurs très sérieux. J'en connais un qui a écrit des livres de modélisation qu'il a écrits en anglais, qui sont utilisés dans toutes les universités américaines pour faire ce qu'on appelle l'identification des systèmes complexes. Eh bien, quand il demande à des universitaires de mettre à l'ordre du jour la question climatique, les universitaires répondent « Oh, mais il n'en est pas question, hein, nous n'aurons jamais de budget pour ça ». Donc, après, ne me demandez pas pourquoi, ça c'est chacun répond ce qu'il veut. Mais c'est argument d'autorité contre l'autorité des arguments. Là, c'est un terrain plus politique, Olivier Ray, en fait. Hein, c'est de savoir comment s'élabore ce consensus. Et est-ce qu'on peut les mettre en question? Est-ce que ces arguments exposés par Stanislas Dellarmina vous semblent pertinents? Jusqu'à un certain point. Effectivement, bon, c'est sûr que en mathématiques, un théorème, on a une démonstration, on n'a pas de démonstration, et qu'on ne met pas un théorème mathématique aux voix pour savoir qui est pour et qui est contre. Là, ça c'est absolument clair. Dès qu'on passe dans les sciences de la nature, les choses deviennent un peu plus, tout de suite beaucoup plus compliquées, parce que des choses ne sont jamais démontrées. On a des théories qui se trouvent plus ou moins en accord avec un plus ou moins grand nombre de faits. Et donc, en fait, quand on a une théorie qui rend compte d'un nombre énorme de faits et qu'elle n'est jamais démentie par d'autres faits, bah, au bout d'un moment, on a une très grande confiance dans cette théorie, ce qui ne veut pas dire que n'arrivera pas plus tard une autre théorie qui mettra des limites à la théorie qu'on prenait auparavant comme absolue, l'exemple typique étant la physique de Newton, qui donnait toute satisfaction jusqu'à ce que certaines expériences posent problème et qui finalement arrive à la théorie de la relativité d'Einstein, qui résout les problèmes et qui n'invalide d'ailleurs pas la théorie de Newton, qui donnait auparavant toute satisfaction, mais qui montre qu'elle n'était valable que si les vitesses ne sont pas trop grandes et en particulier ne se rapprochent pas de celles de la lumière. Bon, voilà. Et puis, bon, on a des zones. Alors, le climat, c'est un exemple par excellence, où là, comme je l'ai dit, on n'a pas vraiment de théorie. On bricole avec les modèles du mieux que l'on peut. On obtient des résultats qui sont extrêmement sujets à caution. Mais, encore une fois, je dis qu'on peut faire tous les reproches du monde à ces modèles. Je dis que si on avait les moyens de faire mieux, je ne comprends pas pourquoi des puissances, des grandes puissances aux intérêts aussi divergents, ne mettraient pas en avant ce qui irait dans leur sens. Pour moi, si vous voulez, le consensus international actuel autour des modèles du GIEC vient du fait que personne ne sait faire mieux. Voilà. Donc en fait, c'est insatisfaisant, mais malheureusement, on n'arrive pas à aller au-delà. Est-ce que l'idée, ce que vous dites, Stanislas Dellarmina, c'est l'idée d'éliminer, ce qui est quand même assez fort, éliminer les dissensuels? Est-ce que ça vous paraît... ce que vous dites, on ne fait pas mieux, mais si on vous écoute, Stanislas Dellarmina, on pourrait penser qu'on pourrait faire mieux si on hébergeait davantage de débats et de contradictions. Est-ce que ça, c'est une idée qui vous semble digne d'intérêt? Est-ce qu'il faut passer dessus et s'en tenir juste au fait qu'il y a ce consensus international, ce qui vous semble suffisant? Écoutez, en science, justement, dans des domaines où il n'y a pas d'expérience absolument décisive, on peut douter de tout, on peut toujours contester. Une seule personne qui conteste une immense majorité, peut-être qu'elle a raison contre tous les autres.
Mais bon, ça c'est toujours une possibilité. Ce qui me... Si vous voulez, moi, encore une fois, j'essaye de me placer dans la position du citoyen qui ne maîtrise pas toutes ces questions. Ce qui me frappe quand même, c'est que si véritablement il y avait des personnes qui ne sont pas d'accord avec les modèles dominants, comment se fait-il que ces personnes n'arrivent pas à trouver audience auprès de puissances qui auraient intérêt à mettre en cause les conclusions du GIEC? Voilà. Cette question, on peut vous la poser peut-être, est-ce que vous pouvez y répondre? Alors, ça pose... J'ai envie... Ma réponse serait la suivante. Je ne crois pas qu'il y ait un complot, mais il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire que ce consensus est très intéressant pour une multiplicité de personnes. Je vais vous en citer quelques-unes. Les partisans du global, de la mondialisation et d'une gouvernance mondiale. Plus le problème est global, comme le climat, plus ça fait les choux gras des partisans de la mondialisation. Et qui seront enchantés ensuite de tuer la gouvernance de chaque État en disant, vous voyez bien, la mondialisation est la solution. Vous avez les Malthusiens qui vont dire, plus il y a de monde sur Terre, plus il y aura de réchauffement climatique, donc il faut réduire la population. Et les ressources sont à la clé. Il y a les financiers. Plus on va créer des normes autour de ce consensus, plus je vais créer de la consommation obligatoire. C'est un peu tout le débat de la croissance verte. Et ça va à l'encontre de ce que moi j'appelle la subsidiarité du consommateur, qui, s'il était bien informé par des débats comme on en a ce soir, pourrait se dire, c'est moi qui vais choisir de mettre un double vitrage ou de faire du soutien scolaire à mes enfants, je ne suis pas nabab, je fais mes choix, et la subsidiarité du consommateur, et non pas des normes et des consommations obligatoires. Vous avez des scientifiques, là j'en ai cité un tout à l'heure, ils ont leur problématique de budget. Un certain nombre, et après on peut se demander pourquoi, mais si vous voulez aujourd'hui, dans une université de modélisation, obtenir des budgets pour étudier la cause solaire, vous n'y arriverez pas. Si vous connaissez un scientifique qui est prêt à décrocher des budgets, je suis preneur. Vous avez les ONG qui sont trop contentes, certes elles n'ont pas gagné le pouvoir électoral, mais elles ont bel et bien gagné le pouvoir d'influence. Les matérialistes, ça c'est encore une autre... Là je m'amuse un petit peu, mais c'est pour vous montrer quand même. Il n'y a rien de mieux pour tuer le culte au créateur que de rendre un culte à la créature. Vous avez les transhumanistes qui vont dire l'homme tout-puissant, qui peut même créer l'apocalypse, alors que ceux qui ont une autre type d'approche que matérialiste vont croire que tout de même l'apocalypse est plus d'origine divine que d'origine humaine. Vous avez les adeptes du métavers. Alors tout le monde, moi j'ai appris récemment ce que c'était ce mot-là, je ne suis pas très moderne, et ce sont des modèles qui sont virtuels, mais tellement compliqués et qu'ils sont plus réels que le réel. Alors attendez, moi je veux bien. Et quel est le lien avec le réchauffement climatique? Eh bien, c'est que tous ces gens-là ont le réchauffement climatique, les modèles plus virtuels que réels. Pour le métavers? Oui, mais attendez, les modèles du GIEC sont tellement compliqués qu'ils sont forcément plus réels que le réel. Donc, si vous voulez... C'est l'assemblage de tout ça. Eh bien, moi, je dis qu'il n'y a pas d'assemblage. Il n'y a pas de complot. Tous ces gens-là qui ont des cultures différentes sont incapables de monter un mensonge. Mais ils ont tellement d'intérêt à ce que ça perdure que, eh bien, les dissensuels sont exclus parce que ça nuit à trop d'intérêt. Mais ils sont incapables de faire un complot. Incapables. Je ne crois pas au complot. On va poser la question à Olivier Rey, puisque c'est vous, Olivier Rey, qui avez prononcé ce mot, en fait, de complot. En premier. Donc, oui, mais il faut l'esquisser. Est-ce que ça rejoint, est-ce que vous êtes sur le même terrain que l'effet d'aubaine exposé par Stanislas de Marina, ou est-ce que vous vous dissociez? Non, mais qu'il y ait des personnes qui prennent cette histoire du réchauffement climatique comme une aubaine, ça je veux bien l'entendre. Mais, encore une fois, dans les conférences internationales, on
on retrouve les États-Unis et la Chine qui là s'accordent sur la question du réchauffement climatique avec une cause anthropique. Alors comment les deux grands rivaux du XXIe siècle peuvent trouver tous les deux avantages à la chose? C'est là quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien, moi j'ai une piste, hein. C'est que, vous savez, Mitterrand disait toujours à propos des missiles que la France avait cautionné pour viser l'Allemagne. Mitterrand avait dit nous menaçons la Russie, l'URSS de l'époque, avec nos missiles, et eux, ils ne nous menacent pas, ils nous envoient leurs pacifistes. Eh bien, je pense que les États-Unis nous envoient leurs écologistes, hein, pour nous paralyser. Et pour ce qui est de la Chine, il n'y a qu'à voir comment ça se passe dans la COP 21. Dans la COP 21, tout le monde est effectivement d'accord pour mettre des quotas de CO2, mais il y en a qui vont dire « Ah ben c'est des quotas par pays », et puis la Chine dit non, c'est des quotas par habitant. Donc quand on met des quotas de CO2 par habitant en Chine, ils sont loin du compte. Donc c'est évident que ça va leur permettre, du coup nous allons délocaliser, soi-disant pour ne pas émettre de CO2, nous allons délocaliser nos industries émettrices en Inde ou en Chine, et c'est tout bénef pour eux. Donc tout ça n'est pas dénué d'intérêt. Mais une fois de plus, je ne suis pas un complotiste. Mais il y a des effets d'aubaine. C'est une formidable aubaine pour la Chine et pour les États-Unis. Donc en fait, si l'essentiel des pays du monde trouve une aubaine dans cette affaire, finalement c'est une bonne affaire. Moi je pense que c'est toujours une mauvaise affaire quand la vérité n'est pas au cœur. Hein? La vérité rend libre, le mensonge nous paralyse, et en particulier avec la peur. Ça ne dit pas que c'est un mensonge, ça veut dire qu'on s'en sur une interprétation. Une accumulation d'effets d'aubaine ne conduit pas à la libération de l'homme. Encore une fois, j'en reste à cette chose extrêmement bizarre que dans le monde aussi conflictuel que nous connaissons, on arrive à l'échelle mondiale à avoir finalement une sorte d'accord international sur cette question. Là, il y a quand même quelque chose qui est un mystère. Alors c'est peut-être le mystère du mal, hein, mais c'est quand même quelque chose... Moi, c'est quand même quelque chose qui est... que je trouve étrange. Une question qu'on voulait vous faire aborder dans ce débat, c'était celle du principe de précaution, de la prudence, des conséquences. Alors évidemment, c'est pas forcément simple d'en parler parce qu'il faudrait être d'accord pour partir sur une même base, mais quelles sont les conséquences? Jusqu'où doit-on aller dans la prise en compte de ce réchauffement ou de ce dérèglement? Qu'est-ce que ça amène comme décision? Comment est-ce qu'on doit, Stanislas Delarmina parlait des normes, et de tout ce qui est en train de se mettre en place. Quelle est votre position sur le sujet? Autrement dit, on va passer de l'acceptation de l'idée à la manière de changer nos comportements. Jusqu'où doit-on changer ces comportements? Oui, alors là, ça c'est une grande question. On pourrait dire que là, on est vraiment dans le cas par excellence d'application du principe de précaution, puisque le principe de précaution, qui a été complètement dévoyé dans l'espace public, mais le principe de précaution, c'est le fait qu'on doit s'abstenir d'un certain nombre de choses si ces choses sont susceptibles, on n'en est pas sûr, mais sont susceptibles de porter une atteinte grave et irréversible à l'environnement. Alors aujourd'hui, quand on parle de principe de précaution, par exemple, on ne va pas faire décoller un avion parce qu'il y a de la grêle, des choses comme ça n'a strictement rien à voir avec le principe de précaution. C'est de la simple prudence. Voilà. Le principe de précaution, ça n'est qu'en cas d'atteinte potentielle, grave et irréversible à l'environnement. Bon, alors quand on s'occupe du climat, évidemment, c'est le cas. Alors on pourrait dire finalement, au nom du principe de précaution, même si on n'est pas sûr du tout que les modèles soient fiables et tout ça, malgré tout, la possibilité existe, c'est très grave, donc on va déployer toutes les mesures possibles et imaginables pour empêcher le dommage. Le problème qu'a l'humanité, c'est qu'elle dispose de moyens limités et que tous les moyens qu'elle dépensera pour éventuellement contrer un éventuel réchauffement climatique
prévues par les modèles, elle ne pourra pas les employer ailleurs. Donc par exemple aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un bon climat, mais il faut aussi manger. Parce que là, si on ne mange pas, qu'il fasse chaud ou froid, de toute façon, on va mourir. Bon. Donc il faut aussi manger. Donc en fait, vous voyez que si les mesures que l'on prend pour lutter contre le réchauffement climatique, ça aboutit à une ruine de l'agriculture, bah, en fait, il aurait mieux... enfin voilà, donc en fait, vous voyez, même si on prend au sérieux les prévisions climatiques et le principe de précaution, reste après la question du dosage. C'est-à-dire, bon, quel type de mesures faut-il prendre? Et il faut faire attention à ce que les mesures que l'on prend ne soient pas pires que le mal qu'on prétend éviter grâce à elles. Si je risquais un tout petit parallèle, mais qui est minuscule, mais vous voyez ce qui s'est passé avec le Covid-19, bon, où on a confiné tout le monde, enfin, etc. Alors on a peut-être, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans la polémique, mais on a peut-être évité un certain nombre de morts, mais par exemple, on a bousillé aussi la vie de beaucoup d'enfants, les services de psychiatrie infantile sont complètement débordés depuis 2 ans, enfin, etc. Et donc il y a des tas de dommages, et donc si on faisait véritablement la balance entre ce qu'on a évité par des mesures drastiques, mais tous les dommages que ces mesures drastiques ont aussi occasionnés, qui sont difficilement mesurables, bon, on s'apercevrait que le bilan, enfin, n'est pas celui qu'on nous présente. Donc là, vis-à-vis du climat, on est un peu dans la même idée, c'est-à-dire que, je vous dis, si on applique à fond le principe de précaution sur la question climatique, le problème, c'est qu'il faut faire attention aussi à ne pas créer des problèmes qui seraient encore pires. Stanislas Delormenas, sur ce principe de précaution. Le principe de précaution, vous avez utilisé 2 ou 3 mots dans lesquels je me sens bien, parce que ce sont les mots mêmes du principe constitutionnel qui est dans la Constitution. Hein, quand on est face à une incertitude en l'état des connaissances scientifiques actuelles, et qui peuvent affecter d'une manière, vous l'avez dit, grave et irréversible, il faut prendre des mesures provisoires et proportionnées. Ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Mais il y a les 3 mots-clés, c'est l'incertitude. Moi j'ai la certitude que c'est le soleil. Bon, on peut en conclure qu'entre nous deux, il reste une incertitude. Mais grave, les conséquences graves et irréversibles, desquelles parle-t-on? Tout le monde a en tête les problématiques d'inondation, les problématiques de sécheresse, les problématiques de cyclone. Mais moi je lis le GIEC. Le GIEC dit lui-même que le degré de confiance est élevé, que les inondations des 5 derniers siècles étaient supérieures depuis 1900. Le GIEC lui-même dit qu'il n'y a pas de tendance significative dans la fréquence des cyclones. Et le GIEC dit lui-même que les modèles climatiques sont incapables de prévoir les événements extrêmes à cause du manque de résolution spatiale et temporelle. Tiens, c'est rigolo, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que leur modèle manque de capacité. La résolution, c'est comme quand on veut résoudre une équation, il faut être capable de... Le modèle est tellement compliqué qu'il en est incapable. Le GIEC le dit lui-même. Hein. Donc moi, je dis, de quelle gravité parle-t-on? Moi, je me réjouis qu'il y ait un petit peu plus de CO2 parce qu'il y a plus de photosynthèse. Hein. Donc, de quelles conséquences parle-t-on? Mais après, il y a une mesure proportionnée. Alors moi, quand je lis que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale disent qu'il est urgent de mobiliser des milliers de milliards de dollars dont la planète a besoin pour enrayer le changement climatique, mais quelle prétention, quoi, des milliers de milliards. Alors moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas proportionné. Je vais vous donner 2 exemples. Ce n'est pas proportionné parce que quand je vois que la COP26 a interdit le financement de centrales énergétiques à partir de fossiles, sans technique de capture de carbone, c'est un peu compliqué, mais bon. Donc, la conséquence de cela, c'est que l'Afrique, qui consomme et qui produit 10 fois moins d'électricité que nous, et qui consomme 10 fois moins d'énergie que nous, vous leur interdisez de faire des centrales à carburant fossile, les pays pauvres vont devenir encore plus pauvres. Hein? Et ça me paraît complètement disproportionné. La planète n'est pas en danger à ce point
de rendre les pauvres encore plus pauvres. Hein, comme dit... Et me semble-t-il, c'est tellement simple du haut de l'ONU de dire on va éradiquer la pauvreté, il y a des jours où je me demande si on n'est pas en train d'éradiquer les pauvres. Hein. C'est une autre paire de manches. Votre second exemple. Et le second exemple, c'est celui des voitures thermiques. On va supprimer les voitures thermiques en Europe. Et on va passer aux voitures électriques. Est-ce que l'on sait tous que la mobilité africaine, elle est grâce à nos voitures d'occasion. Hein, 80% des voitures d'occasion sont exportées dans les pays les plus pauvres. Alors quand nous n'aurons plus de voitures thermiques et que nous n'aurons que des voitures électriques, on va en plus appauvrir ces pays-là parce qu'ils n'auront ni l'électricité, ni les voitures. Eh bien, ils vont devenir encore plus pauvres. Hein. Donc moi, je dis tout cela est disproportionné, et comme moi j'ai personnellement la conviction que tout ça, on est en train de lutter contre le soleil, eh bien, je pense que le principe de précaution ne devrait pas s'appliquer. Alors, écoutez, là, vous voyez, au départ, on convenait tous les deux qu'il y avait un réchauffement, oui. Et à la fin, en fait, je m'accorde avec vous pour dire qu'il faut faire extrêmement attention, parce qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique dans la vie, il y a aussi beaucoup d'autres choses, et que toute l'énergie qu'on met à lutter contre le réchauffement climatique, on ne le met pas ailleurs, et que ça peut avoir des effets désastreux. Donc en fait, si vous voulez, c'est juste au milieu, là, qu'il y a un petit passage où on n'est pas tout à fait d'accord. Bon, moi j'ai tendance à faire confiance à mes collègues climatologues, enfin à penser qu'ils font du mieux qu'ils peuvent, et que leurs résultats sont sujets à caution, mais enfin, bon, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ensuite, pour des conclusions qu'il faut en tirer, quand bien même, en fait, il y a du réchauffement climatique, qu'il est de nature anthropique et qu'il est lié à l'émission de gaz à effet de serre, en fait, il faut faire attention aussi que, encore une fois, les efforts que l'on mettrait pour limiter ces émissions ne créent pas des problèmes encore plus graves. Alors, la caractère de gravité et d'irréversibilité n'existe pas que sur le plan climatique. Pour faire avancer cette disputation, on voulait conclure par une préconisation, une recommandation. Est-ce que c'est possible, à partir de l'échange que vous avez eu, avant de passer aux questions du public, de retenir une idée dominante vers laquelle on pourrait se diriger? Est-ce qu'il y a un axe, une leçon à tirer de votre propos, de vos échanges, pour essayer de repartir avec une idée chez soi? Olivier Ray, Stanislas Delarmina. Olivier, je vous laisse commencer, ou Stanislas? Allez-y. Puisqu'on est d'accord, peu importe qui commence, moi je dirais que pour revenir au réel, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est d'accepter la disputation. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté cette disputation, mais je serais content qu'on revienne en science à la disputation, non pas des discussions de cabinet ou de congrès de scientifiques, mais de véritables discutations publiques. Et pour ça, je pense que le dissensuel ne peut pas être quelqu'un qui a soif d'ego, qui est tout content de se dire « Ah, moi je ne suis pas comme les autres ». Le dissensuel, il a besoin d'être crédible. Et pour ça, il doit être financé. Aujourd'hui, il n'y a aucun budget qui va vers des dissensuels en sciences. Donc moi, ça existe aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les Red Team, Blue Team. Il y a des universités, même le Congrès américain, finance des équipes rouges qui sont la couleur de la contestation et les équipes bleues qui sont la couleur du consensus. Eh bien, il faut un équilibre de budget, et à partir du moment où les dissensuels touchent des budgets, qu'ils aient le devoir d'organiser des débats publics. Donc moi, je suis pour le financement des dissensuels. Première recommandation, c'est de Stanislas Delarmina. Financer le dissensuel. Organiser des disputations. La voie alternative. Ouais. Olivier Ray. Oui, j'avais évoqué au tout début la polarisation politique qui s'est opérée aux États-Unis entre démocrates et républicains sur la question du réchauffement climatique. Et on voit bien à ce moment-là que la question du réchauffement climatique devient un simple marqueur d'appartenance complètement déconnecté de la question qui est véritablement en question. Et donc, en fait, il peut y avoir des réflexes, si vous
voulez, selon qu'on est de droite ou de gauche, qui amène à trancher sur la question sans même l'examiner. Et il faut faire très attention à cela. Par exemple, à titre personnel, je suis assez révulsé par les tribunes qu'on offre partout à Greta Thunberg. Quand on sait l'usage que les régimes totalitaires ont su faire des enfants pour terroriser les adultes, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est typique des régimes totalitaires, il y a quelque chose de profondément malsain et inquiétant dans les périples de cette adolescente suédoise qui parcourt le monde pour mettre les gens en accusation. Mais il faut prendre garde cependant à ne pas confondre la réalité ou l'irréalité des faits avec la sympathie ou l'antipathie qu'on porte à la personne qui annonce les faits. Et j'aime bien rappeler cette phrase de Saint Clément d'Alexandrie qui remarquait que même au diable, il arrive de dire des vérités. Ce pourquoi il mettait en garde ses co-religionnaires. Il disait, il ne faut pas sottement condamner d'avance les paroles à cause de celui qui les prononce. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas parce que c'est Greta Thunberg qui le dit que c'est forcément faux. Donc voilà, il faut d'une part garder sa sérénité sur cette question-là et ne pas immédiatement partir dans le côté passionnel. Et puis deuxièmement, bon, moi je vous dis ma position, qui est celle d'un citoyen lambda par rapport aux questions climatologiques qui ne sont pas du tout de ma compétence. J'ai tendance, pour en connaître quelques-uns, à me dire que les climatologues sont des gens qui essayent de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, que certaines de leurs annonces sont quand même assez inquiétantes, qu'on a des raisons de s'inquiéter, mais ça ne résout pas du tout la question de des attitudes ensuite qu'il faut adopter. Je pense qu'il faut tenir compte de cette possibilité qu'un rejet dans l'atmosphère inconsidéré de gaz à effet de serre entraîne des problèmes graves, mais qu'en même temps nous sommes confrontés à énormément de problèmes graves, et que donc en fait ce problème-là ne doit pas devenir le problème qui occulte tous les autres, et c'est là que je dirais qu'il y a peut-être un très grand effet d'aubaine pour énormément de gouvernements, finalement, c'est que le réchauffement climatique devient une sorte d'invocation qui permet de faire passer toutes sortes de mesures à partir du moment où on place les populations sous des menaces monstrueuses qui risquent de s'abattre sur elles. Et peut-être que justement sur l'effet d'aubaine général, ce serait peut-être sur ce point-là que je mettrais l'accent, ce serait plutôt sur créer une atmosphère générale de sauf qui peut, qui donne une beaucoup plus grande latitude au gouvernement. Alors, beaucoup de questions, vous n'en avez pas fini, je parle à vos deux débatteurs, puisqu'il nous reste un peu de temps pour aller jusqu'à 22h. Beaucoup de questions. La première, avec la période Covid, le monde a arrêté sa production humaine pendant près de 2 ans. Cela n'a pas infléchi l'action sur le climat. Peut-on réellement penser qu'une action humaine collective peut avoir un quelconque effet pour limiter ce réchauffement ? En fait, si on accorde du crédit à l'idée que les gaz à effet de serre jouent un rôle important aujourd'hui dans la question du réchauffement climatique, évidemment, le fait de réguler, de faire décroître ou d'augmenter ce rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère va avoir un effet. Cela étant, du point de vue du climat, ces effets sont toujours à long terme. Donc ça n'est pas en s'arrêtant 1 ou 2 ans que ça changera quoi que ce soit. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme il y a aussi un argument classique qui est de dire « Ah, mais on ne peut pas prédire le temps qu'il va faire la semaine prochaine, comment pourrait-on prédire le climat ?» La question a été posée. Dans 50 ou 100 ans. Mais ça des problèmes qui sont tout à fait différents, parce que le climat, c'est lié grossièrement à la quantité d'énergie qu'il y a dans l'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que la chaleur? Bon, c'est l'agitation des corpuscules.
c'est lié à la vitesse au carré, la moyenne des vitesses au carré des particules qui composent l'air. Donc la température est directement liée à une quantité d'énergie. Et donc on peut savoir évaluer une quantité d'énergie globale sans savoir la semaine prochaine, à tel endroit, quelle sera la concentration d'énergie. C'est comme si vous pouvez dire, par exemple, on sait que, vu son budget, le Paris Saint-Germain va gagner le championnat de France, mais est-ce qu'il va marquer un but au prochain match à la 23e minute? Ben, ça, on ne sait pas, quoi, vous voyez. Alors, on pourrait dire, mais si vous ne savez pas comment va jouer le PSG son prochain match, comment pouvez-vous dire qu'il sera champion de France? Ben, c'est pas du même ordre, voilà. Donc, on peut avoir des prévisions climatiques sans précision météorologique. Et vous êtes d'accord, Stanislas, oui, oui. Bon. Et sur le fait de savoir, on s'est arrêté pendant 2 ans, ça n'a servi à rien. Moi, je plaide pour qu'on passe de 150 ans à 1000 ans, alors vous pensez sur 2 ans. Ça n'a pas de pertinence. Très bien. En tant que chrétiens, devons-nous avoir peur du réchauffement climatique et du dérèglement? Je pose la question, est-ce que la peur est un élément qui est en considération? Si vous commencez à parler à un chrétien, la peur est la conséquence souvent du mensonge. Rappelez-vous dans la Genèse, où le démon fait des vrais mensonges et des demi-vérités, et immédiatement après ces contre-vérités, Adam et Ève, Dieu leur dit « Où es-tu, où te caches-tu » et il répond « J'ai eu peur ». Donc la peur est souvent... Alors j'entends les peurs collectives. Les peurs collectives dont on est incapable d'avoir des expériences personnelles. Quand j'ai peur de me brûler en m'approchant du feu, cette peur est salutaire. Quand j'ai peur par exemple, je pense à des problématiques de juifs pendant la guerre de 40, quand un juif voyait son voisin partir dans le fourgon, je comprends qu'il ait eu peur, parce qu'il faisait cette expérience de voir son voisin partir. Par contre, je pense qu'on peut faire l'expérience personnelle du réchauffement climatique, c'est-à-dire quand je suis vigneron, je vois que les dates de vendange avancent, mais par contre, quand je maintiens qu'il est impossible à quelqu'un de faire l'expérience personnelle que c'est la faute de l'homme. Donc, d'où vient cette peur? C'est que quelqu'un me l'a mis dans le crâne, et ces peurs collectives, là, sont souvent précédées du mensonge. Donc moi, et pourtant, voilà. pourtant l'argument juste mentionné par Olivier Rey sur la quantité d'énergie, le fait que l'énergie et la chaleur soient liées... Mais ça, c'est une réalité physique que je ne conteste absolument pas. On n'a jamais autant produit d'énergie, en tout cas l'homme n'a jamais produit autant d'énergie. Alors là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en faisant la comparaison avec les... Non, je pense que la chaleur qui est émise par l'homme n'a rien à voir avec la quantité de chaleur qui existe dans la planète. Non, mais c'est epsilon. De toute façon, la question qui est posée actuellement avec les activités humaines, c'est pas les activités humaines en elles-mêmes et la chaleur qu'elles dégagent qui réchaufferait la Terre, c'est l'émission de gaz à effet de serre qui, à travers un phénomène physique de grande ampleur, arriverait à produire ce réchauffement. Oui, mais il y a bien un lien, si j'essaie de faire le lien, de comprendre le lien entre l'activité humaine et la situation que l'on vit, qui est supposée telle, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'activités humaines, il y a beaucoup de voitures qui roulent, il y a beaucoup de choses... Non, c'est pas beaucoup d'activités humaines, c'est des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il peut y avoir énormément d'activités sans rejet Par exemple, si vous prenez une centrale nucléaire, on peut dire que ça produit une énergie énorme, mais ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc il n'y a aucun lien mécanique entre notre activité et le fait que ça se réchauffe. Non. Si je prends ma voiture, est-ce que ça me culpabilise si je prends ma voiture et si je chauffe mon appartement? Est-ce que je me dis je contribue au réchauffement climatique? Bon, en fait, oui, d'une certaine manière, mais oui, mais en fait, bon, si la question aujourd'hui est particulièrement touche particulièrement l'humanité contemporaine, c'est qu'en fait nous vivons depuis quelques siècles avec l'idée que grâce à la science et à la technologie, les êtres humains vont prendre le contrôle de la nature. Bon. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, les différents signes nous montrent que c'est pas si simple que cela, parce que certes, la technologie permet
d'accomplir un grand nombre de choses, mais d'un autre côté, elle a des effets qui ne sont pas prévus et qui nous reviennent dessus, et que donc, en fait, notre maîtrise demeure extrêmement limitée. Et en fait, ça se passe dans énormément de domaines. Mais on pourrait parler des perturbateurs endocriniens, on pourrait parler de tas de choses. Et pourquoi ça se fixe tellement sur la question du réchauffement climatique? C'est que je pense qu'il y a quand même, chez les êtres humains, en particulier depuis le 19e siècle et le rejet de Dieu, une culpabilité profonde, et finalement, les châtiments divins, ça venait du ciel, et que donc finalement, le réchauffement climatique, ce serait une sorte de figure du châtiment qui va toucher la culpabilité. Donc c'est une croyance d'une humanité. Non, non, je ne parle pas du réchauffement climatique, je dis de la sensibilité à la question du réchauffement climatique. Parce qu'encore une fois, je veux dire, il y a par exemple la question des perturbateurs endocriniens. C'est extrêmement important. Bon. Le fait que, justement, sur la question de la natalité, dans un certain nombre de pays, il y ait de plus en plus de couples qui ne réussissent pas à avoir d'enfants par les voies naturelles. Bon, c'est quand même des questions qui sont fondamentales. Mais bon, oui, voilà, c'est comme ça. Le réchauffement climatique, là, on fait un GIEC, enfin, vous voyez, ça mobilise énormément, et je pense que c'est parce qu'il y a un ressort, qui touche à des questions. On se dit, il y a un châtiment quelque part, dans le ciel, ça vient du ciel. J'ai l'impression. Comme ça. J'ai l'impression. Vous voyez, le côté, le discours de l'insensé, paragraphe 140, 125, 145, je ne sais plus, du gai savoir de Nietzsche, Dieu est mort, c'est nous qui l'avons tué. Voilà, on avait une humanité qui était sortie grâce à la rationalité, grâce à la science, grâce à la technologie, qui était complètement maîtresse d'elle-même. Elle découvre aujourd'hui que c'est plus compliqué que ça. Et ça va avoir tendance à se fixer justement sur la question climatique, parce que voilà, ça répond aussi très bien à l'imaginaire humain, qui est que les châtiments viennent du ciel. Alors, peut-être avons-nous le temps, je regarde juste, voilà, il nous reste un quart d'heure, je vais essayer de lire toutes les questions, enfin une partie d'entre elles, parce que toutes ne sont pas extrêmement lisibles. Si on suit le modèle du GIEC, que l'activité humaine est la cause du réchauffement climatique, on devrait voir que les émissions de CO2 de l'homme sont majoritaires et significatives. Pouvez-vous nous donner des ordres de grandeur de la masse de CO2 dans l'atmosphère, les débits, des sources diverses de CO2, les débits des différents points de carbone, etc. Est-ce qu'on a des indications précises là-dessus? Stanislas Barjat. Mon micro est en panne, donc sur l'ordre de grandeur, c'est 0,03%. Il faut savoir qu'il y a, en termes de CO2 par rapport à l'ensemble de l'atmosphère, ça n'est rien, c'est epsilon par rapport à la vapeur d'eau, c'est epsilon par rapport à l'azote et c'est epsilon par rapport à l'oxygène. Mais ce n'est pas pour ça que je vais argumenter en disant que ce n'est donc pas le CO2, parce que si ça passe de 0,03 à 0,04, eh bien, ça mérite d'être quantifié. Et je le répète, je crois qu'il faut des modèles de conditions qui soient bien calibrés. Mais j'en profite parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais complètement d'accord que l'effet de serre existe. Mais l'effet de serre, c'est assez compliqué. Olivier a commencé à l'expliquer. Les rayons infrarouges sont absorbés par des gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre, c'est le CO2, c'est le H2O, c'est le CH4, ce sont des petites molécules qui ont peu d'atomes à l'intérieur, et donc ça absorbe de la température. Le problème, c'est que quand un gaz a absorbé un rayon infrarouge, eh bien, il réémet lui-même des infrarouges. Donc l'effet de serre n'est pas du tout ce que l'on dessine dans toutes les classes de secondaire, ni même dans certaines classes préparatoires, voire même des classes d'ingénieurs. Ce n'est pas une serre avec une couche de verre très haute et qui bloquerait les émissions de CO2. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, à partir du moment où ça se passe dès l'émission, il y a du CO2 là, au-dessus de cette table. Si la table se réchauffe, immédiatement, il va y avoir un effet de serre.
Mais petit à petit, cet effet de serre va monter et se diffuser d'ailleurs dans toutes les directions, y compris retourner sur la Terre. Mais quand on est du côté des alizés, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les vents alizés. Les vents alizés, ça se passe d'abord dans la région la plus chaude, donc là où il y a le plus d'effets de serre, c'est là que ça devrait se bloquer le plus. Eh bien, les alizés, non seulement sont des vents qui vont d'est en ouest, oui, je ne dis pas le contraire, mais ce sont des vents qui partent en altitude. Ça veut dire que là où il fait le plus chaud, les vents expédient la quantité de chaleur en haute altitude, là où, comme par hasard, il y a moins de CO2. La conséquence, c'est que cet effet de serre, qui existe partout, à toutes les altitudes, eh bien, fait qu'il va y avoir un échappement. Et la meilleure preuve, c'est que quand vous faites, vous pouvez taper sur Internet des vidéos d'émissions d'infrarouge au départ de la planète Terre, qui sont filmées avec des caméras infrarouges de satellites, eh bien, on voit que la Terre émet des paquets d'infrarouge. Donc l'effet de serre n'a pas bloqué, au contraire, il a contribué dans les zones de haute altitude à refroidir la Terre en permettant, grâce en particulier aux alizés, à faire rééchapper les rayons infrarouges. Et donc la Terre émet des infrarouges, ils ne sont pas bloqués. Hein. Alors, bien entendu, une fois de plus, ça veut dire quoi? L'effet de serre existe. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il est indispensable de quantifier cet effet. Et de le quantifier par rapport à d'autres effets, et en particulier l'effet magnétique. Mais ça n'est pas le cas. Ah ben pour moi, ça n'est pas quantifié. Je connais des modélisateurs qui le font et qui arrivent à la conclusion que c'est la plus grosse probabilité est que c'est le Soleil, et qui disent, en tous les cas, que c'est marginal, que le CO2 est complètement marginal. N'est-ce pas la vapeur d'eau qui a une plus grande importance sur l'effet de serre par rapport au CO2? Est-ce qu'on peut... C'est une question qui est posée en fait dans le sillage de ce que vous avez dit, ou je dirais. La vapeur d'eau, effectivement, a une grande importance, mais il n'y a pas que le CO2, il y a beaucoup de choses qui ont une importance. Ce qu'il y a, c'est que sur la vapeur d'eau, nous n'avons aucune influence. Donc, en fait, il faut regarder les facteurs qui varient véritablement. Et depuis la révolution industrielle, dans la composition de l'atmosphère, ce qui a le plus varié, précisément, ce sont les concentrations à certains gaz émis par les combustibles fossiles, comme vous voulez, donc le CO2, il y a aussi le méthane, qui joue un rôle assez important. Voilà. Après, il y a d'autres paramètres très importants qui entrent dans l'effet de serre, mais qui sont complètement indépendants là, des activités humaines. Et la description faite par Stanislas Delormina de l'effet de serre, vous acquiescez, vous estimez que là il y a un consensus sur ce sujet? Oui, enfin d'ailleurs, l'effet de serre, c'est très mal, c'est un terme extrêmement malheureux, puisque ce qui fait qu'il fait chaud dans une serre, c'est pas du tout l'effet de serre. Bon. Parce qu'effectivement, dans une serre, il y a une paroi qui sépare l'intérieur de la serre de l'extérieur. Et ce qui se passe essentiellement dans une serre, c'est que les rayons qui rentrent à l'intérieur de la serre, ça chauffe le sol, mais ça chauffe également l'air. Mais l'air, normalement, qui devrait se déplacer et puis partir, c'est le principe du chauffage par convection. Quand vous avez un chauffage électrique, et ben, ça se répand dans la pièce. Et ben là, au lieu de se répandre dans l'atmosphère, ben, ça ne peut pas se répandre parce qu'il y a une cloison. Et donc, ça reste piégé à l'intérieur de la serre. Ce qui se passe pour l'histoire de gaz à effet de serre, c'est tout à fait différent. C'est parce qu'il y a effectivement une réabsorption des rayons qui arrivent sur la Terre, qui sont réémis vers l'espace. Il y a une absorption d'une partie de ce rayonnement par des molécules dites à effet de serre, qui vont absorber cette énergie, la réémettre. Alors une partie va repartir d'ailleurs vers l'espace, et puis une autre partie va retourner vers la Terre, etc. Et ça rebondit pendant un certain temps. Mais ça veut dire qu'il y a un problème de vocabulaire quand même alors. Oui, mais on devrait utiliser autre chose. On devrait utiliser autre chose, mais une fois que, vous savez bien, une fois qu'une expression s'est imposée, ben voilà, c'est comme ça. Alors, j'essaie de... Encore une ou deux questions.
J'essaie de les rassembler pour qu'on n'y ait pas de redites. Comment peut-on être sûr d'un réchauffement climatique dans les années qui viennent? Alors, ça revient à la question que vous avez posée sur on n'est pas capable de prédire la météo avec l'histoire du Paris Saint-Germain et du budget. Mais on va essayer de sortir de cette... Non, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr parce que les modèles eux-mêmes ne sont pas garantis, ne sont pas absolument garantis. Mais il y a quand même un discours qui nous fait dire que voilà, si on a 1,5 degré, si on a 2 degrés, si on a 2 degrés... C'est ce que je disais, c'était que les modèles les plus élaborés dont on dispose aujourd'hui, quand on les fait tourner sur ordinateur, donnent des prédictions. Mais quelle est la valeur de ces prédictions? Ça dépend du crédit qu'on accorde au modèle. Et ce crédit qu'on accorde au modèle, en fait, encore une fois, bon, il est tout relatif. Mais pensez-vous que la planète va devenir invivable? Donc d'après le modèle, si vous faites tourner le modèle va vous dire en 2050 il y aura tant, en 2080 il y aura tant, en 2100 il y aura tant, etc. Mais tout ça c'est relatif au modèle. Donc est-ce qu'on croit au modèle ou pas? Bon, je vous dis, quel est le crédit qu'on peut accorder au modèle? On ne sait pas trop. La question, c'est que je vous dis, c'est que on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors bon, là, vis-à-vis de la question climatique, justement, on est limité. La fiabilité est limitée. Alors cette fiabilité limitée, Stanislas Delarmina, est-ce que ça invite à l'optimisme ou à douter, à prendre des précautions? Moi, je suis très optimiste parce que, imaginons même que les modélisateurs sur lesquels je me réfère se trompent eux aussi et que ce ne soit pas 100% soleil et 0% CO2. Imaginons même que ce soit 20% ou 40% d'origine humaine. Il se trouve que cette augmentation, alors mettons 1,5%, alors allez hop, on va arrondir, 1 degré à cause du soleil et 0,5 à cause du CO2. Il se trouve que l'activité solaire depuis 200 ans n'a jamais été aussi haute qu'aujourd'hui. Si on veut faire des prévisions, il y a quand même de fortes probabilités, là en plus c'est une hypothèse on va dire. On peut faire une hypothèse, c'est qu'il est assez probable qu'à un moment l'activité solaire va redescendre. On n'a jamais vu depuis 1000 ans ou depuis 2000 ans, il y a eu la période chaude romaine, il y a eu des petites périodes chaudes et on est capable de les faire corréler avec l'activité solaire. Mais corrélation n'est pas une preuve de cause à effet, hein, surtout, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Eh bien, si donc la probabilité que ça redescende, eh bien, la température va perdre 1 degré, et même si le CO2 a augmenté de 0,2 ou 0,5%, eh bien, si je rajoute encore 0,2 de plus à quelque chose qui est tombé, eh bien, dans le pire des cas, nous aurons une température stable. Et c'est là où j'en reviens à l'histoire de la proportionnalité des décisions que nous prenons. Non seulement je considère qu'ils ne sont pas capables de prédire l'avenir, les modèles du GIEC, ils n'ont pas la légitimité non plus parce qu'ils ne sont pas capables de reconstituer le passé, et je pense en plus que la probabilité que l'effet solaire rediminue est quand même assez importante. Donc, toutes les milliers de milliards qu'on est en train de mettre sur la table sont disproportionnées, et ne parlons pas de l'effet sur chacun des hommes que nous sommes, où on nous habitue à ne plus juger par nous-mêmes. Hein. Et je pense que toutes les normes et tout cela, c'est une addiction que nous avons, et donc je pense que c'est disproportionné. Mais je vous pose une question qui, à mon avis, va quand même différencier quand même nettement d'Olivier Ray. Est-ce que ce point de vue vous amène à considérer qu'il n'y a pas de responsabilité personnelle, individuelle? Est-ce que vous ne conscientisez pas le sujet au point d'en faire une priorité dans votre comportement? C'est ça, s'il y a un peu deux écoles, celle qui considère qu'il faut qu'on change et nos habitudes, et celle qui dit on va continuer comme avant. Il n'y a pas de raison de pas continuer comme avant. Avant de monter sur cette estrade, vous évoquiez, ou quelqu'un d'autre évoquait devant vous, Fabrice Adjadj, j'aime beaucoup Fabrice Adjadj, qui définit ce que c'est que la culture de mort. Et il dit, la culture de mort, c'est ce qui fait que je vais oublier que je suis mortel. Eh bien, quand je consomme, du moins d'une manière débridée, je consomme, et pendant ce temps-là, j'oublie que je suis mortel. Autrement dit, des surconsommations et un déficit de sobriété sont des cultures de mort pour moi. Par contre, dire que c'est une culture de mort pour la planète, je n'en crois pas un mot. Hein.
Donc, je suis pour la sobriété, mais au nom d'une vertu, et non pas d'une précaution, une vertu par précaution. Hein, pour moi, je pense qu'il y a une véritable frugalité à développer et qu'elle est vitale pour l'homme. Mais ce n'est pas au nom de cette vertu que je vais sauver la planète. Olivier Ray, sur ce point? Oui, je me sens totalement en accord avec ce propos. J'ai beaucoup travaillé sur les œuvres d'Ivan Illich, aujourd'hui est un peu oublié, qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70. Et puis, le malheureux, au début des années 80, a écrit un livre qui s'appelle Le genre vernaculaire, et qui disait que beaucoup des mots contemporains venaient de ce qu'on avait perdu, l'idée de la différence entre les hommes et les femmes. Et on va dire que bon, ça a coulé, ça a coulé son audience, et il est mort en 2002 assez oublié. Et le pauvre, il n'avait encore rien vu. Ivan Illich était quelqu'un qui a écrit un petit livre qui s'appelle La convivialité, qui a beaucoup pensé la question des effets de seuil, et qui pensait que la technique en dessous de certains seuils de puissance sert le développement humain, alors que quand on dépasse certains seuils, on se met au contraire à lui nuire. L'outil est un servant de l'homme, alors que la grosse machine enrôle l'homme à son service. Heidegger disait qu'aujourd'hui, la puissance était seule à être puissante, que l'homme devenait fonctionnaire de la technique. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations ici, mais malgré tout, je garde beaucoup de ça, la question de la mesure. Mais ce que disait aussi Ivan Illich, puisque dans les années 60-70, on commençait déjà à parler beaucoup d'écologie, et il était assez révulsé par ce discours écologiste de la responsabilité vis-à-vis de la planète. D'ailleurs, c'est extraordinaire, vous voyez, planète en grec, ça veut dire astre errant. Parce qu'en fait, on était dans le système de Ptolémée, avec la Terre au centre, et puis il y avait les différents astres qui tournaient autour, qui s'appelaient des planètes, parce que c'était des astres errants. Et en fait, ça n'est qu'avec le système de Copernic, qui a placé le Soleil au centre, et qui a fait de la Terre un astre qui tourne autour du Soleil parmi d'autres, que la Terre est devenue une planète. Mais vous voyez, parler de la Terre comme planète, c'est se placer comme à l'extérieur du système solaire. On regarde le système solaire de l'extérieur, et puis on voit des planètes qui tournent autour, dont la Terre. En fait, Ivan Illich dit « je n'habite pas une planète, j'habite la Terre ». Bon, voilà. Rien que tout le discours autour de la planète est très problématique, parce que des gens qui prétendent se soucier justement de cette planète, en l'appelant planète, précisément, s'en déracinent. C'est comme si c'était des gestionnaires venus extraterrestres, enfin bon, c'est assez curieux. Et donc, Illich disait, je ne suis pas responsable de la planète, j'habite la Terre, et ce qui doit dicter mon comportement, c'est exactement ce que vous disiez, c'est la vertu. C'est pas la responsabilité vis-à-vis d'une planète. En plus, vous vous rendez compte, chaque individu humain se retrouve en charge d'une responsabilité absolument monstrueuse. C'est pas du tout à notre échelle. En revanche, on est responsable du fait de se comporter vertueusement. Et il y a un certain type de consommation qui s'est développé au cours du XXe siècle qui n'est pas du tout vertueuse. Voilà. Mais c'est au nom de ce manque de vertu de la consommation débridée qu'il faut lutter contre cette consommation, et pas au nom d'une responsabilité qu'on aurait vis-à-vis de quelque chose qui nous dépasse complètement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier Ray, merci. Je vais laisser la parole à Ludovic Trollet, président de l'Institut éthique et politique. Merci. Donc, d'abord, je voulais remercier nos deux débatteurs. J'apprécie particulièrement Olivier Ray et Stanislas Jarmina pour leur amour de la vérité. Et je pense que ce soir, ils ont démontré justement que c'est très important pour aborder ce genre de sujet, de le prendre très au sérieux, avec une intelligence, avec aussi, et c'est un peu l'intuition de l'Institut éthique et politique,
le souci de la conscience et de la liberté qu'il faut avoir avec notre conscience. C'est-à-dire que nous avons à exercer, est-ce qu'on a bien compris, notre jugement critique, et j'espère que ce soir permettra à chacun de repartir avec des éléments, des arguments qui leur permettra de pouvoir juger en conscience de ce sujet qui, je pense, forcément nous impacte tous, mais voilà, avec une approche nouvelle. Ce que disait, effectivement, j'ai compris, il y a une approche idéologique, et je pense qu'il y a une approche plus éthique. Et voilà, donc si vous voulez continuer à comprendre tous les travaux que nous faisons, nous avons effectivement, avec l'Institut éthique et politique, un certain nombre de personnalités qui travaillent, et donc on travaille notamment des sujets liés à l'écologie, et notamment en développant un concept d'écologie subsidiaire. Ça, c'est l'occasion pour vous d'aller sur notre site internet pour retrouver tout ce travail. Donc, c'est éthique et politique, avec le tiret entre les deux, .fr, donc vous pouvez retrouver tous les travaux de nos experts. Voilà, donc merci encore pour cette soirée. Et donc, comme l'a dit donc, Emmanuel, prochain rendez-vous en février pour la prochaine disputation. D'ici là, d'autres rencontres que nous organisons, donc il y a plusieurs formats. Des formats réservés aux membres, donc pour ceux qui s'intéressent, il y a des bulletins d'adhésion à la sortie, puisqu'on a des dîners off qui nous permettent de rencontrer des grandes personnalités politiques. C'est vraiment réservé que simplement aux membres. C'est des dîners effectivement réservés. Et d'autres formats, donc le prochain au mois de décembre, format public, c'est un dialogue sur l'essentiel avec André Berkoff. Voilà. Donc vous pourrez donc suivre toute cette activité via notre site internet. Et donc je vous invite donc à une petite collation à côté pour continuer à discuter et puis faire connaissance. Et également une petite séance. Oui. Alors voilà, justement, est-ce qu'il y a une séance de dédicace? Comment ça se passe? En fait, désolé, on n'a pas tous les livres, mais un certain nombre de livres sont à la vente. Compte tenu du contexte avec les transports un peu compliqués et les grèves, on va donc ici sur l'estrade, vous aurez la possibilité d'acheter un certain nombre de livres de nos intervenants. Un seul. Merci encore. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.